Cette exposition, on a souhaité la partager avec vous parce qu'elle nous amène à réfléchir sur la situation des personnes qui sont placées en situation d'altérité dans notre société. Elle nous amène à réfléchir au regard que nous portons sur les personnes en situation de handicap, en particulier dans le champ éducatif. Depuis les années 70, et avec un tournant majeur depuis la loi de 2005, le cadre réglementaire et législatif du handicap a profondément évolué dans notre pays, en lien avec l'évolution de la manière dont on le comprend et on le définit. Initialement, c'est-à-dire avant cette période de tournant, on avait en France et en Occident en général une définition extrêmement restrictive du handicap. Le handicap, c'était la conséquence d'une déficience, c'est ce qu'on appelle le modèle de l'intégration. Progressivement, et c'est une évolution heureuse, je me permets de le dire, sous l'influence de l'OMS, on est passé à une définition du handicap sur le mode de l'inclusion. C'est-à-dire que le handicap, c'est plus la conséquence d'une déficience, c'est une rencontre entre une personne qui, comme tout autre être humain, a des particularités et un environnement. Cette façon de voir les choses, on peut donner un exemple, c'est de comprendre la situation d'une personne non-voyante qui n'est pas handicapée par nature, mais qui devient en situation de handicap parce que des contenus visuels peuvent lui être proposés. Donc si nos lois et notre environnement évoluent peu à peu vers l'inclusion, qu'en est-il de nos universités qui constituent des lieux où nous passons un certain temps de nos journées? Alors, en quelques mots, des évolutions récentes ont eu lieu. D'abord, la signature de la charte Université Handicap en 2007, qui marque une volonté politique affichée d'homogénéisation des dispositifs en faveur des personnes en situation de handicap. Puis, la loi de 2013 sur l'enseignement supérieur à la recherche, qui prescrit la mise en place de schémas directeurs homogénéisés de politique du handicap dans nos universités. On a eu besoin aussi pour réfléchir de faire des bilans de l'état des dispositifs proposés. Et donc en 2006, un rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale a fait état, certes, d'indéniables progrès dans l'accès des étudiants en situation de handicap dans l'enseignement supérieur, mais soulignait toutefois qu'il y avait une grande diversité des situations d'un établissement à l'autre et qui potentiellement pouvaient engendrer des inégalités sur notre territoire, au niveau national. Donc ces disparités, elles sont sur deux dimensions, à la fois en termes d'inégalité de personnel disponible par étudiant en situation de handicap, mais aussi en termes d'enveloppe budgétaire. Pour finir, je vais donner quelques éléments de contexte. La dernière étude que l'on a en date, c'est celle de 2014-2015, qui recense 20 546 étudiants en situation de handicap reconnus administrativement, j'insiste. Donc, étudiants inscrits dans des formations d'enseignement supérieur. Ce chiffre, il ne nous dit rien en soi. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution. Puisqu'en 10 ans, la population universitaire en situation de handicap a triplé. Comment on l'explique? De deux manières. Un, par des parcours d'accompagnement depuis le primaire qui ont permis à des étudiants qui n'auraient pas pu étudier avant de le faire, mais aussi parce que des étudiants dans des situations qui auparavant n'auraient pas été reconnues comme des situations de handicap le sont aujourd'hui. Et là, on pense par exemple aux troubles invalidants de santé. Dans les études que l'on a, ce qui ressort, c'est que beaucoup d'étudiants, donc 70%, ne reçoivent pas directement d'aménagement dans leur cursus d'études et que les aménagements qui sont mis en œuvre, ils sont majoritairement en termes de temps majoré, donc le fameux tiers-temps, enfin, qu'on appelle comme ça, et que les étudiants ont souvent besoin en fait de demander des aides dans la vie quotidienne, et notamment des aides de la part de leur famille, et encore en particulier davantage de la part de leurs parents. Les étudiants qui ont répondu à cette étude sont globalement satisfaits des aménagements qui sont donnés, mais renseignent toutefois qu'ils vivent des limitations persistantes au quotidien, et surtout, connaissent une fatigue très profonde, régulière. Ils se plaignent aussi de devoir répéter très souvent les raisons de leurs difficultés à une multitude d'intervenants et intériorisent des limites liées à leur environnement. Donc la question qui va nous occuper aujourd'hui, finalement, à travers à la fois l'exposition, mais aussi un certain nombre de témoignages expérientiels incarnés par nos invités, c'est la question suivante, c'est-à-dire les étudiants en situation de handicap sensorimoteur, de troubles invalidants de santé, peuvent-ils prendre toute leur place dans nos universités
Est-ce que nos contenus sont pleinement adaptés, pleinement accessibles? Et aussi, une dernière question que j'avais envie de poser, c'est quelle place nos contenus universitaires donnent-ils aux études sur le handicap, appelées autrement Disability Studies, un courant de pensée qui est beaucoup plus développé aux États-Unis que chez nous, et qui pense les situations de handicap non comme le produit d'une déficience, mais bien comme un rapport au monde différent, dans le sens positif du terme, au sens culturel du terme, finalement. Donc pour réfléchir sur ces questions-là, on a l'immense plaisir, et ce n'est pas un euphémisme, d'accueillir aujourd'hui 3 intervenants qui ont pu développer une réflexion importante à partir de leur expérience personnelle et professionnelle relative à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc tout d'abord Marion Doé, à ma droite, qui est à la fois sociologue et également personne non-voyante, accompagnée d'Emilia, sociologue, qui pleure un peu. À ma gauche, Bahaedine Zedlia, étudiant en master actuellement et ancien étudiant en DUT carrière sociale option gestion urbaine. Et enfin, Laïe Cissé, qui est enseignant en langue des signes française et également déficient auditif. Et on remercie très chaleureusement une personne dont vous ne voyez que le dos, qui est Natacha Limosa et qui va réaliser la traduction instantanée de la table ronde en langue des signes française. Donc tout d'abord, très simplement, ce que je voudrais vous demander, c'est à tous les 3, c'est de raconter votre parcours de scolarisation au niveau du secondaire, mais aussi au niveau des études supérieures, entre guillemets à l'épreuve de votre handicap, pour que l'ensemble des personnes présentes ici puissent à la fois comprendre vos parcours personnels et puis éventuellement mesurer aussi un certain nombre de difficultés que vous avez pu rencontrer ou surmonter. Donc je vais d'abord donner la parole à Marion, s'il te plaît. Ok. D'abord, vous avez beaucoup de chance d'avoir une table ronde sur ce thème, je trouve, à l'université. D'accord, coucher hier. Moi, j'ai eu un parcours secondaire, c'est bien lycée, bien sûr, au secondaire tout à fait classique, puisque j'ai vu jusqu'à l'âge de 22 ans. Donc moi, le handicap, la cécité, est survenu... excusez-moi, est survenu, en fait, j'étais en maîtrise. Je suis vieille, c'était encore des maîtrises à cette époque-là. Et donc si vous voulez, je suis passée d'un statut étudiant entre guillemets normal, autonome, qui prend ses notes, qui n'a pas de soucis, qui vagabonde dans les couloirs de l'université sans problème. Donc j'ai perdu la vue en 1 an, donc je suis passée par la case malvoyante. C'est une histoire assez particulière la mienne, mais donc, en tout cas j'ai été très hospitalisée pendant 1 année. J'ai pu valider ma maîtrise. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça, grâce à la solidarité d'autres étudiantes, en fait. Je me suis arrêtée 1 an pour faire de la rééducation et j'ai repris mon M2, donc ça avait switché en master après, et j'ai repris mon M2, j'étais donc aveugle. Donc là, avec une canne blanche, avec un petit peu de matériel et avec un peu plus je savais que j'avais droit à un tiers-temps, je savais que j'avais droit à des 3 trucs, mais je trouve que j'étais, à cette époque-là, donc on est en 2007, il n'y avait pas, en tout cas je ne vais pas citer la fac, mais il n'y avait pas d'accompagnement à part m'autoriser un tiers-temps et il n'y avait pas grand-chose. J'étais assez démunie, et, clairement j'ai souffert. C'était dur, je l'ai fait, mais dès que j'ai eu mon M2, je me suis dit terminé, je vais aller travailler, je vais trouver autre chose. J'ai travaillé un petit peu, je vous raconte tout ça pour bien vous expliquer le parcours. Et le travail, ça ne m'a pas plu non plus, enfin, c'était encore plus compliqué. J'ai repris des études en 2009, parce que finalement c'est l'université quand même, enfin le savoir et l'apprentissage, ça m'intéressait. En 2009, j'ai repris des études de japonais. Alors vous allez me dire, elle cherche les embrouilles, quoi. Mais j'avais envie de me faire plaisir, j'avais beaucoup souffert, vous imaginez, et j'avais envie d'apprendre un truc qui me passionnait, parce que j'aime beaucoup le Japon. Voilà, c'est pas, après tout, c'était pas scandaleux de faire ça. Alors là, franchement, faire une langue étrangère, quand on a un handicap visuel, c'est impossible. En tout cas, en 2009, c'était impossible. Parce que moi, j'ai des logiciels de synthèse vocale francophones. Moi, mes documents sont lus en français.
Et j'avais pas la synthèse vocale qui me disait les trucs en japonais. Quand bien même j'ai réussi à trouver des synthèses vocales en japonais, j'y comprenais rien. Enfin, bon, c'est assez particulier. Et après, j'ai repris des études en sociologie. C'était plus calme, c'était francophone et anglophone. Et puis l'expérience faisant, à force d'encaisser et de savoir là où on va être en difficulté, on apprend à demander au bon moment. Et aujourd'hui, je suis en thèse, donc je persiste à l'université. Et aujourd'hui, quand même, il y a un accompagnement. Moi, je suis à l'école des hautes études, il y a une mission handicap, qui pourrait faire mieux, mais qui quand même fait des efforts d'accessibilité. Ouais, je sais pas, voilà pour le parcours. Je sais pas si ça suffit. Merci beaucoup. Après, on aura d'autres questions pour relancer la discussion sur des points de détail. Est-ce que du coup, ça fait écho, Edine, à... Si, je me retrouve dans certaines situations aussi, mais pour ma part, j'ai grandi, c'est une partie, jusqu'à l'âge de 9 ans à Tunis, où j'étais dans le privé, donc enseignement privé, donc là il y avait un rapport de force entre mes parents sur la direction pour pouvoir entre guillemets adapter certains cours. À l'école primaire, j'étais toujours placé au premier rang parce qu'en fait je suis malvoyant de naissance, donc j'avais toujours ma petite table à part tout le monde. Donc les gens ne comprenaient pas et je me faisais charrier tout le temps, mais pourquoi tu es tout seul? Mais je suis d'une personnalité aussi que je réponds facilement, donc ben, moi je vois pas, donc je suis obligé de me déplacer alors que vous voyez, donc j'ai fait comme ça. Après je suis arrivé à l'âge de 10 ans en France, donc j'ai repris en classe de CM2. Là j'étais c'est ce qu'ils appellent eux en intégration, donc, c'est ce que j'ai connu toute ma vie en soi, dans une classe, dans une école primaire, ordinaire, et j'étais accompagné par une association, CIAN 75, en fait, où je faisais de la rééducation le mercredi, orthopsie et outils informatiques. Tout le mercredi après-midi, tous mes camarades faisaient ce qu'ils voulaient. Moi, j'étais obligé d'aller là-bas, tu vois. Et après, aussi, c'est qu'il m'avait ramené aussi un pupitre en classe, une table adaptée en fait, pour que je puisse relever en fait, et pouvoir avoir vraiment les documents à ma vue. Et une loupe et tout ça. Donc, et après aussi, c'est que la direction et l'équipe enseignante, ça me faisait des agrandissements, donc ils étaient assez cool sur ça. Après, au niveau collège, j'ai eu la chance de pouvoir, en fait, c'est que j'avais postulé, candidaté au collège Buffon. C'est le seul, en fait, collège à Paris qui avait une unité d'intégration UPI, une unité pédagogique d'intégration, où c'était spécialisé en malvoyance, donc tout ce qui est visuel. Donc, ils m'ont dit non au début, après ils m'ont accepté. Par manque de place, et après il y a une place, il y a une personne qui s'est désistée, donc j'ai fait tout mon enseignement de collège là-bas. Donc là aussi, j'avais le cours. Dans la cour du collège, en fait, on avait les salles directement, et juste à côté, il y avait une salle spéciale pour nous, en fait, avec une éducatrice et tout ça. On faisait, après les cours, on était obligé de passer là-bas pour faire les devoirs. Ils nous agrandissaient tous les documents, donc c'était trop bien parce que j'avais le livre de maths, il était comme ça, le mien il était comme ça. Je me baladais avec en cours et tout ça. Donc c'était super cool. Maintenant j'en rigole, mais c'est vrai que ça crée certaines frustrations. Au lycée, c'était la même chose, je me retrouvais aussi, parce que j'ai fait après ma seconde à Buffon, après je suis parti en STMG. Et là aussi, je suis tombé sur une équipe enseignante super coopérative face à un handicap visuel, parce qu'en soi c'est que juste une adaptation de documents ou tout ça. Après je me retrouve le bac aussi, tu fais le temps majoré et les agrandissements, mais tu le fais à part. Donc, entre guillemets, tous tes potes passent ensemble, et nous c'était en centre d'examen, donc j'étais dans une salle à part, c'était d'autres conditions, c'est assez marrant. Après, quand j'ai eu mon bac, j'avais été sur APB, donc j'avais mis en classe prépa, donc j'intègre une classe prépa. Et c'est là où je rencontre vraiment des difficultés en prépa, où c'est les profs qui ne voulaient pas de moi. Parce que, soi-disant, quand je demandais qu'ils adaptent les cours ou qu'ils me donnent les cours en version numérique, non, ça me fait trop de travail, j'ai pas que ça à faire, il n'y a pas que toi comme élève, c'est le rythme de la prépa, il faut avancer. Donc j'ai pris le moins et j'ai arrêté. Là, j'ai repris contact avec le rectorat, là ils me disent, on savait pas trop comment ça allait se faire et tout ça, parce que j'étais le premier malvoyant en fait à intégrer une prépa commerciale, parce qu'en scientifique ils ont déjà fait et tout ça, mais j'étais le premier à intégrer une ECT. Après c'était un échec, sans ma volonté on peut dire. Après je me suis réorienté, j'ai
j'ai fait une année d'alternance, ça c'était, j'ai un peu découvert aussi le monde du travail et le dossier de la MDPH pour avoir la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et toutes les démarches. Après, je suis venu ici à l'IT de Bobigny en gestion urbaine. Alors que dire, c'était 2 années où tu apprends beaucoup de choses, où les profs ils étaient prêts à tout adapter. Genre c'est vraiment, il y avait un dialogue qui était là, où les profs, ah bah ça tu peux pas le faire, bah, on va faire autrement, on va aménager et tout ça, bien que tu veux. Après c'est vrai que tu es obligé de passer entre guillemets par l'amitié préventive pour avoir le dossier médical et tout ça. Après en L3, après j'ai été à Descartes. C'était pas du tout le même accompagnement. Bah, là tu te retrouves à la fac Descartes dans le 5e, donc où il y a beaucoup d'étudiants, donc tu perds le contact que tu avais avec les profs que j'avais à l'UT. Et là, il y avait un peu de galère pour adapter certains trucs, genre les partiels où tu trouves ah mais ça je peux pas le faire, oui mais c'est le partiel pour tout le monde, oui mais ça je peux pas le faire, donc à un moment il faut soit tu adaptes, alors que sur le dossier ils avaient le certificat médical, le secrétariat et tout ça, après il faut insister. Après et là je suis en master résultat neutre. Je dirais que je préfère le suivi Bobigny que Villeneuve. Parce que bien que la médecine préventive, leur siège il est là-bas, tu y vas, elle est excentrée. Tu dois appeler plusieurs fois pour avoir le rendez-vous avec le médecin. Très souvent après ça, qu'il y a beaucoup de ça, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas de médecin, après ils en ont eu un, après il n'était pas là et j'ai pas été recontacté. Donc cette année, je sais même pas en fait, j'ai pas encore eu une visite médicale. Après en février, je sais même pas si je vais la faire un jour. Mais voilà un peu sur le cursus. Et c'est comme je me rappelle, désolé, c'est Marion. Donc c'est vrai que se retrouver entre elle, on va dire, elle s'est retrouvée du jour au lendemain, ça allait passer d'un monde voyant à un non-voyant. Moi, on va dire, ça, je peux me dire, est-ce que j'ai de la chance ou pas, j'ai toujours eu, je suis né avec cette déficience-là, donc tous mes repères, tout le monde, je l'ai vu comme ça. Sur mes expériences personnelles, à un moment, c'est que je suis parti dans la volonté de vouloir se conformer et tout ça. J'avais un strabisme, je suis parti à Rothschild pour le corriger. On veut toujours améliorer. Après, on m'a proposé des lentilles, je les ai essayées. Et là, les lentilles, c'était assez marrant parce que quand j'ai fait les lentilles, je suis rentré dans ça pour moi, c'est ce que je le disais tout à l'heure, je suis rentré dans le monde des voyants. Parce que je suis passé de 1/10 à 3/10. 3/10, genre du bout de l'escalier du métro jusqu'à de l'affichage, j'arrivais à lire tout. Et c'était très perturbant, donc je les ai fait aussi 2 mois et j'ai arrêté. Parce que ça supportait mal et je voulais pas apprendre des nouvelles choses alors que j'étais dans tous mes repères étaient faits, donc je me sentais pas légitime pour les avoir. Voilà un peu. Merci beaucoup. Du coup, c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc je m'appelle Lai, je suis professeure de langue des signes, je suis née sourde. Et voilà, donc en fait, le handicap en fait, a été décelé à l'âge de 3 ans. On a essayé de me donner des appareils auditifs. Donc j'ai grandi ainsi, enfin je veux dire, j'ai grandi comme une personne normale. Il n'y avait pas vraiment. Voilà, je ne me posais pas vraiment de questions par rapport à ça. Je jouais, j'étais comme tous les enfants. Mais au moment d'entrer vraiment dans tout ce qui était établissement scolaire, les professeurs ne pas me parler, mais moi j'avais des gros problèmes de communication avec eux, je n'étais pas à l'aise en termes de communication. Mais j'étais dans un établissement normal, j'ai fait le CE1, CE2, CM1, CM2 avec des élèves entendants. Mais pour moi, c'est vrai que c'était vraiment compliqué. Je suis juste tombée sur une professeure qui était vraiment très gentille avec moi, elle s'appelait Sophie. Et elle, Sophie, voilà, elle faisait vraiment attention à moi, elle me disait de me mettre devant, elle me demandait si tout était clair, s'il y avait besoin qu'elle réexplique pour moi, des choses comme ça. Donc ce qui fait que j'ai fait après le CM1, CM2, ça allait, mais dès que j'ai dû changer de professeur et me retrouver en fait avec une autre personne qui ne me connaissait pas, elle n'était pas à l'écoute. Et puis aussi, je pense que les professeurs manquaient de sensibilisation par rapport au handicap. Ils ne connaissaient pas vraiment la langue des signes, des choses comme ça, parce que c'est vrai que la langue des signes a été reconnue qu'en 2005 comme langue. C'est-à-dire qu'avant, on ne disait pas que c'était une langue. Donc souvent, les personnes ne sont pas sensibilisées, ne savent même pas que c'est une langue.
Et après, c'est vrai qu'il y a quand même une personne qui s'appelle Emmanuel Laborie, c'est une personne sourde qui est vraiment connue dans la communauté sourde. Et voilà, ce qui fait que ça a permis de sensibiliser un peu la communauté entendante. Donc moi, j'ai quand même eu des cours d'orthophonie pour apprendre à mieux parler, pour être compris des uns et des autres. Mais ce qui fait qu'en fait j'avais orthophonie le matin et aussi l'après-midi. Donc ce qui fait que lorsque les autres allaient en récréation, moi j'étais là en cours d'orthophonie pour essayer de rattraper toutes les lacunes que j'avais. Et au fur et à mesure, comme ça, je pouvais rattraper un peu mes copains. Après c'est vrai que j'avais envie de jouer, mais j'étais bloquée. Donc voilà, moi je devais travailler pendant que les autres s'amusaient. Bon, après je dois quand même remercier l'orthophoniste parce qu'elle m'a permis justement aujourd'hui de pouvoir parler, de pouvoir m'exprimer et de pouvoir rattraper les lacunes que j'avais. Ensuite, lorsque je suis rentrée en 6e, donc au collège, j'avais des appareils auditifs, j'entendais des sons, mais c'est vrai que j'étais complètement désorientée, déstabilisée. Et la première fois que j'ai rencontré une personne sourde, j'ai vu que cette personne signait, utilisait ses mains, et je me disais que moi, jusqu'à présent, je faisais que parler, et que par rapport à ma voix, je sentais que ça n'allait pas. Et JB Poquelin. Donc JB Poquelin, en fait, JB Poquelin, c'est un endroit où ils font tout ce qui est Molière. Excusez-moi, c'est l'interprète qui n'avait pas le signe. JB Poquelin Molière. Donc en fait, c'est un établissement. Oui, donc c'est un établissement qui s'appelle JB Poquelin Molière. Et donc voilà, donc dedans, en fait, il y a des personnes sourdes et des personnes entendantes. Mais par contre, les sourds et les entendants sont séparés. Mais au moment de la récréation, tout le monde est mélangé, sourds et entendants. Mais au sein des classes, les sourds et les entendants sont séparés. Et ce qui fait qu'en fait, j'étais dans cet établissement pour pouvoir rattraper justement les lacunes que j'avais, tout le retard que j'avais. Et il y avait des matières telles que l'histoire, la géographie, les mathématiques, enfin vraiment les matières générales. Et récemment, donc on peut dire que c'est vraiment très récemment, la langue des signes a été reconnue en 2005 en tant que langue officielle. Et donc depuis, ça se développe de plus en plus. Et là, j'ai pu prendre des cours de langue des signes et apprendre un peu plus ma langue. Donc après, voilà, j'ai appris la langue des signes, j'ai passé mon brevet, j'ai passé mon bac aussi, normalement. Et aussi, j'ai dû aller à la MDPH pour avoir ma reconnaissance de personnes handicapées, pour justement avoir des aménagements, pour avoir le tiers-temps, pour que les examens puissent être adaptés à mon handicap. Donc voilà, donc à chaque fois, voilà, si j'avais besoin de temps supplémentaire, on me le donnait. Et ensuite c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y avait tout ce qui était orientation scolaire. Et on me demandait plus tard, qu'est-ce que tu souhaites faire? Donc je disais, moi je suis sourde, donc c'est vrai que je ne savais pas trop quoi faire. Donc là, on me disait, si tu es sourde, tu peux faire soit de l'électricité, soit de la menuiserie, ou alors tu peux faire des travaux. C'est vrai que moi, tout ça, ça ne me parlait pas trop. C'était pas des métiers qui m'intéressaient plus que ça. Je ne savais pas trop quoi choisir. Donc après, j'ai fait un BEP Vente. Et c'était un BEP Vente dans un établissement qui s'appelle CERAC. Et en fait, il y a des cours en langue des signes directement. Donc ce qui fait que voilà, j'ai pu approfondir mes connaissances, mais j'étais pas vraiment motivée par tout ce qui était électricité. C'était pas quelque chose qui me parlait vraiment. En plus, il n'y avait pas énormément de signes encore qui étaient développés pour tous les termes techniques en électricité. Et ce qui fait donc je suis retournée au BEP Vente, mais je n'ai pas continué. Donc après, voilà, ce qui fait que j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire d'autre. Et après, j'ai essayé d'entamer une vie professionnelle, mais j'ai repris quand même le domaine de l'électricité parce que j'avais des connaissances dans ce domaine-là et je ne savais pas où aller. Et après, j'ai essayé de travailler aussi chez Ikea, dans le monde de la vente. Mais par exemple, j'avais, vous savez, la petite affiche sur les caisses pour dire que j'étais en situation de handicap, des choses comme ça. Donc, vraiment, c'était un peu compliqué. Donc en fait, j'étais à la fois aux caisses, aussi aux rayons. Mais je préférais travailler dans les rayons parce que voilà, j'étais dans mon monde et puis je n'avais pas à parler. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, enchaîner des heures, c'était un peu long. Et en tout, donc au final, j'ai travaillé là-bas pendant 6 ans. J'ai tout de même fait 6 ans dans cette entreprise. Mais au bout de 6 ans, c'est vrai que voilà, c'était pas intéressant, j'avais pas de motivation. J'étais toujours seule dans mon coin. Et c'est vrai que souvent les clients me disaient mais vous êtes sourd, il n'y a personne pour vous accompagner. Mais par exemple lorsque vous êtes à la caisse, c'est vrai que c'est compliqué pour nous. Donc c'est vrai que moi parfois je voulais parfois échanger avec les clients, leur donner des conseils, des choses comme ça, mais je me retrouvais toujours bloquée par rapport à ça. Ensuite au bout de quelques années,
le patron m'a dit, pourquoi pas faire une formation pour sensibiliser les gens, pourquoi pas essayer justement, toi, de donner des cours de langue des signes à tes collègues. Et puis après ça, en fait, moi, je suis partie me former, j'ai fait un DIF. Donc, c'est le droit individuel de formation. Et j'ai fait ça justement pour être formée au métier de formateur et après pouvoir former les gens. Après, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Et puis, en 2010, j'ai eu mon tout premier contrat de professeur de langue des signes avec la mairie de Paris. Donc, je dispensais des cours de langue des signes. Et après, on m'a expliqué que je devais faire une VAE, une validation des acquis et de l'expérience, pour justement valider toutes mes compétences. Et en ce qui concerne mon intégration, c'est vrai qu'au début, ça a été vraiment très compliqué. Parce que par rapport à la communauté sourde, il n'y avait pas de problème. Voilà. C'était vraiment une communauté très vivante, où je me sentais vraiment bien. Mais en termes de communication avec la communauté entendante, j'avais l'impression d'être jugée. J'avais vraiment l'impression que le regard était négatif sur moi. Et par exemple, on me disait, tu peux faire un effort, tu peux passer par le mime, ou alors par l'écrit, range tes mains. Donc c'est vrai que pour moi, c'était un handicap beaucoup double, en fait, pour moi. C'était un effort double. Donc voilà. Donc à chaque fois, je devais passer par l'écrit, on ne se comprenait pas. Donc voilà, donc petit à petit, j'ai dû évoluer comme ça. Mais actuellement, c'est vrai que je suis beaucoup plus serein et je me sens mieux parce qu'il y a plus de personnes entendantes qui s'intéressent à la langue des signes, qui s'ouvrent à ce monde. Et c'est vrai que de plus en plus de personnes s'intéressent à cette culture, qu'elles la trouvent belle, qu'elles ont envie de la découvrir. Après, c'est vrai aussi que ce qui est important, aussi de dire, c'est que chaque personne a de la langue des signes en elle. C'est pas quelque chose qui s'apprend ou forcément. C'est pas comme les mathématiques ou comme une autre matière qu'on ne connaît pas. C'est pas comme les sciences. Chaque personne en fait a ça en elle. C'est une culture qui est en chacun de nous. Donc maintenant, c'est vrai que moi, par rapport à mes appareils auditifs, bon, je les ai, certes. Par exemple, si j'ai envie d'entendre quelques sons, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me déstabilise. Pour moi, c'est vraiment très difficile de les porter. Et par exemple, ça arrive des situations où, par exemple, j'ai des amis qui avant étaient entendants et ont perdu l'audition, ils se sont retrouvés bloqués. Donc par rapport à ça, ils ont préféré mettre leur appareil auditif parce que les sons leur manquaient. Mais moi qui suis née sourd, je suis née sourde, mais j'avais 80%. J'avais 80% de déficit. Donc en fait, j'étais comme sourd sévère. Donc ce qui fait qu'il me restait 20% et que j'ai mis des appareils pour pouvoir rattraper l'audition qui me manquait. Donc c'est pour ça que je sens que c'est quand même important de vous sensibiliser tous aujourd'hui, parce que c'est vrai que la surdité, certes, c'est un handicap invisible, c'est un handicap qu'on ne voit pas, mais je sens que nous sommes des personnes normales, moi et les autres invités qui sommes là. Mais c'est vrai que souvent les personnes jugent, elles disent, voilà, par exemple, toi tu as un sourd, mais tu as un sourd normal, tu as un sourd sévère, tu as un sourd profond, tu as un sourd comment, c'est vrai que voilà, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette comparaison. Voilà. Mais c'est vrai que, donc actuellement en tout cas, moi je suis professeure de langue des signes. Et je voulais dire aussi par rapport à mon niveau d'oral, j'ai quand même rattrapé mes lacunes. Mais par exemple, par rapport à tout ce qui... par rapport à mon identité, pour moi je suis un sourd. Même si je m'exprime à l'oral, je reste sourd. Je ne suis pas un entendant, je suis un sourd, j'ai ma langue des signes. Bien sûr, je peux parler, mais je peux m'exprimer à l'oral, je m'exprime bien à l'oral. Mais si en retour une personne s'exprime à l'oral envers moi, je vais avoir du mal à comprendre ce qu'elle me dit. Mais si une personne s'exprime en langue des signes, là il n'y aura pas de souci, la communication sera totalement aisée pour moi. Donc c'est pour ça que voilà, je préfère quand même rester dans ma communauté sourde, c'est là où je me sens bien. Mais c'est vrai que par rapport à la société, parfois il faut oraliser, pas le choix. Mais c'est vrai que mon histoire elle est comme ça et c'est vrai que par exemple, il y a des personnes qui me voient qui disent mais un sourd qui parle, donc ça va, mais un sourd qui parle pas, comment on fait? Donc c'est vrai que ça, c'est pas encore assez développé, donc les personnes pensent qu'elles vont perdre du temps, que ça va être trop long, cette personne ne parle pas, elle n'entend pas, tout de suite, je sais pas, il y a plein de méthodes, par exemple, on peut écrire le texte sur l'ordinateur, sur le portable, il y a plein de moyens de communication. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
moi, je voulais vous entendre tous les trois, après prendre la parole qui veut, hein, sur qu'est-ce qui, c'est un peu aussi pour nourrir les pratiques après derrière, hein, mais qu'est-ce qui vous a particulièrement aidé au niveau scolaire, sans parler forcément de personnes en particulier, mais de dispositifs, de manière d'accompagner, de manière d'écouter, en reliant avec ce que je disais tout à l'heure, qui est que finalement on propose toujours le même genre de choses. On propose le temps majoré, on propose éventuellement des rendez-vous avec des professionnels spécifiques, mais du coup, qu'est-ce qui est particulièrement aidant et qu'est-ce qui vous semble manquer aujourd'hui dans l'enseignement supérieur que vous connaissez, que vous avez connu? Je ne sais pas si je me lance. De dispositifs. Je ne crois pas que moi, dans mon parcours, j'ai eu à faire des dispositifs. Moi, j'ai eu que de l'aide humaine, en fait. Donc, je suis plus âgée, je ne sais pas, enfin, en tout cas, c'était pas encore très développé, les missions handicap. Ce qui marchait pas mal, c'est que j'ai eu le droit, quand même, à des assistants. C'est-à-dire que, alors, ça pouvait être un étudiant de mon cursus, notamment dans mon Master 2 en sociologie, mais aussi quand j'étais en japonais. J'avais droit, ça fait rire tout le monde à chaque fois, j'avais droit à un assistant, alors bon, c'est genre 4 heures, en fait c'est 5 heures, ils sont tellement mal payés qu'on me demande de les utiliser que 4 heures, donc il n'y a que de la bidouille, 4 heures par semaine typiquement, vous avez en cours, on vous balance des fascicules de 30 pages des polycopiés, alors en cours de vocabulaire, un polycopié de 20 pages, un cours d'histoire, un polycopié. Donc j'assistais au cours, je sortais de la fac avec 10 polycopiés de n'importe quoi de 20 pages, qu'il fallait en plus que je passe du temps à faire lire par mon assistant pour ensuite les bosser. Bon. Alors, je suis obligée de dire que ça m'a quand même aidé un peu d'avoir un assistant, même si en réalité, ce que j'aurais aimé, c'est la systématisation de la clé USB avec le document numérique. Moi, j'ai pas eu ça. Et je pense que c'est complètement faisable. Je l'ai eu à l'école des hautes études. Mais si vous voulez, c'est certains profs. C'est de la bonne volonté, en fait. On reste quand même ouais, c'est à l'appréciation du professeur. J'ai fait aussi des études quand j'ai travaillé, j'étais dans le privé. J'ai fait 1 an à la Chambre de commerce de Paris. Et là, c'était que des PowerPoint, des tableaux, j'ai fait de la gestion, j'ai fait de la comptabilité. Donc même là, on voulait bien me filer les documents numériques. Mais non. Donc je ne peux pas vous restituer un dispositif qui a été vraiment parfait. En tout cas, dans mon parcours, c'était du cas par cas, de la bonne volonté. J'ai eu une enseignante qui a été extrêmement dévouée en japonais, qui allait acheter un dictaphone et qui me lisait les pages du manuel avec genre les listes de vocabulaire et les petits exercices de grammaire. Elle me les lisait sur le dictaphone et chaque jour, elle me donnait le dictaphone, je lui en rendais un. C'est pas viable en fait. Aujourd'hui que je suis à l'école des hautes études, aujourd'hui je suis en thèse. Donc mon passage en thèse a fait que je suis financée, j'ai changé de statut, je suis plus entre guillemets une étudiante de base. Donc là maintenant j'ai droit à un assistant, j'ai des financements pour me déplacer, on va payer un ordinateur, mais ça c'est quelque chose. Mais sinon en termes de dispositifs, quand on est étudiant, je ne peux pas restituer un truc tout doigt en fait. À part de l'aide humaine, la propos de mes interlocuteurs, la finesse de la solidarité aussi. J'ai mon directeur de thèse qui a quand même fait ça. J'ai des difficultés à rechercher des articles, parce que quand on fait de la recherche, il faut chercher des articles même. Et c'est très compliqué, c'est fastidieux. Et donc, voilà, mon enseignant avait proposé que chacun des étudiants, un étudiant par semaine, soit responsable de l'aide qu'on octroie à Marion. Donc chaque semaine, j'avais une liste d'étudiants. Lundi, je contactais quelqu'un. Et ça se faisait dans la fluidité. Mais on n'est pas dans un dispositif installé. Quoi. Oui, c'est un collectif, là. Oui, on est quand même sur un bricolage qui marche. Un bricolage qui marche. Voilà, le dispositif, ce que je peux dire. Mais juste avant de vous donner la parole, du coup, ce qui ressort, c'est que, vu qu'on est beaucoup sur du bricolage,
tu es obligé en fait de demander régulièrement à une série d'interlocuteurs nombreux et du coup de réexpliciter tes difficultés, si je comprends bien. Et ça, c'est pesant. Enfin, ah bah c'est pesant, je suis toujours vigilante. Est-ce que telle personne écrit tel nom au tableau, ce qu'il va penser à l'épeler? On n'ose pas forcément lever la main, excusez-moi, est-ce que vous pouvez épeler? Alors il va l'épeler une fois, deux fois, et puis c'est fatigant de demander, effectivement. C'est lassant, c'est fatigant, des fois il y a des circonstances où c'est gênant, en fait. Et je peux même vous dire que moi, quand j'étais à la fac, je n'allais jamais aux toilettes, parce que j'étais extrêmement gênée de demander. Après, je me suis fait 2-3 copines, ah, est-ce que tu peux venir faire pipi? Mais sinon, ça reste, ça va jusque-là, le problème d'accessibilité. Je n'allais pas manger. Je me ramenais des madeleines dans le sac que je mangeais, parce que c'est la honte, quoi. Quand on avait, enfin, en réalité, c'est pas une honte, mais c'était vécu comme une... C'est pénible, ces moments-là. Et c'est vrai que... donc oui, c'est pesant sur la personne qui est en situation de demande, ça c'est certain. Donc c'est toujours bienvenu quand quelqu'un... Tu veux un café? Tu veux qu'on aille se fumer une clope? Tu vois, quelqu'un qui propose... voilà. Donc ça c'est... Mais on n'est pas effectivement dans quelque chose d'organisé. Non, mais ça répond aussi à la question, n'était pas très clair. Non. Est-ce que vous voulez réagir du coup à cette question-là ou pas? Après, c'est vrai que bon, moi, c'était un peu différent parce que c'est vrai que j'étais dans... Par exemple, j'étais dans une école, si je ne pouvais pas si je pouvais pas faire quelque chose par moi-même, je disais au professeur, ça par exemple, je n'ai pas compris, ou alors je demandais à un camarade qu'est-ce qu'il a dit, ou voilà, en fait, à chaque fois, c'était plus de la répétition pour moi. Voilà, donc j'avais un manque d'autonomie par rapport à la répétition. Voilà, c'est tout. Moi, je vais compléter moi après, c'est que sur tout ce qui est dispositif ou tout ça, en fait, même en fait, pendant le collège, j'étais aussi en fait, suivi par l'Institut national des jeunes aveugles, l'INJA, dans le 7e. J'avais la particularité d'être en fait, c'est que à l'INJA, la plupart des études, déscolarisés là-bas, en fait, c'est de l'école primaire, de l'école maternelle jusqu'au collège, jusqu'au lycée en terminale. La plupart sont internes, parce que c'est au niveau national, en fait, et beaucoup viennent de toute la France, ou même des dom-toms, pour venir en fait, étudier et rentrer le week-end. Moi, à mon monde, mes parents habitaient à Montreuil, et à Buffon, on m'a dit, bah, en fait, non, tu peux plus faire les allers-retours tous les soirs, donc en fait, on va être obligé d'être interne à l'INJA. Donc c'est que je suis devenu interne à l'INJA, et après, c'est vrai que c'était pratique, parce que c'était à 5 minutes à pied du collège, et du lycée, après même, mon lycée à un quart d'heure. Et c'était, en fait, c'est que je m'étais séparé de mes parents. C'est pas une séparation voulue, mais c'était forcé, parce que c'était la seule condition pour que je reste dans cet établissement-là, et j'avais pas trop le choix, vu que il est bon, et c'est l'établissement qui a le seul, qui permet d'avoir un dispositif complet. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien, avec le temps, tu vois. Et après, c'est que, à ce moment-là, c'est que j'avais en plus de l'UPI, j'avais aussi un ninja SWAT, chaque élève intégré en fait, avait un éducateur qui était référent et un enseignant en fait, qui est référent aussi. Et l'enseignant allait rencontrer l'établissement scolaire, donc les enseignants, et assister au conseil de classe. Donc c'était très bien parce qu'en fait, c'est que on avait plus de poids. Il voulait nous donner ce qu'il faisait comme impression, parce qu'en fait, au début de l'année, en fait, il y avait un contrat éducatif qui était signé donc, par l'ensemble des parties prenantes. Ils se sont engagés en fait, à faire un certain travail en fait, d'accompagnement et tout ça. C'est vrai que je remercierai jamais assez les éducateurs qui m'ont accompagné tout au long de ma scolarité, dans les moments forts ou bas. C'est là où ils sont là pour te pousser, pour te dire non, c'est possible. Ils allaient rencontrer les profs aussi pour discuter avec eux. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de dialogue. Il y a aussi, tu te fais des amis, donc je me rappelle aussi ici, dans Maxime Porzio, il prenait tous ses notes sur ordi, donc il les refilait après. Donc il y avait certaines solidarités qui s'installaient comme ça, où tes potes sont là pour compléter entre guillemets tes cours. Là je me rappelle la semaine dernière, même là, je me retrouve, le prof, il lance un PowerPoint. Il dit ok, prenez tout en bas, il y avait son adresse mail. Franchement, j'ai pas osé lever la main pour dire monsieur, c'est quoi l'adresse mail? J'ai sorti mon téléphone, j'ai photographié. C'est un moment où tu fais d'autres stratégies parce que ça t'en a marre de t'afficher et de t'afficher devant tout le monde. Donc c'est que tu te dis ok, ils le savent, ils oublient. T'as envie de faire quoi,
L'année dernière, je m'étais retrouvé aussi avec une... parce qu'en fait, mon M1, je le fais sur 2 ans. Et l'année dernière, pendant le Master 1, pendant le semestre, je m'étais retrouvé aussi avec une autre non-voyante. Et ce qui est marrant, c'est que les profs lui donnaient plus de crédibilité à elle qu'à moi. Genre, tous les dispositifs, c'était pour elle. Ah, toi, on va te faire des trucs comme ça. Moi, vu que je voyais que je me déplaçais tout seul et non, j'avais personne pour me tenir la main ou des trucs comme ça, ils m'oubliaient. Donc, chaque fois, Rima, pourquoi ils te disent ah, mais oui, mais moi, elle m'a donné son adresse mail. Mais je lui ai demandé, elle ne veut pas. Après, tu dois réexpliquer, et à un moment, ça t'en a marre et tu lâches l'affaire. Ce que je me rappelle l'année dernière à la médecine préventive, médecine préventive, ah mais c'est bien, on dirait pas, vous êtes malvoyant. Ouais, c'est toujours ça, c'est un peu chiant parce que tu dois expliquer, ok, c'est vrai que je vis entre 2 mondes, si tu veux, est-ce que je vis entre voyant et malvoyant, mais ouais, mais je suis comme ça et j'ai 2 repères, donc c'est vrai que c'est un peu complexe à faire et comme dispositif, c'est vraiment, ouais, comme tu as dit, le tiers-temps et tout ça. Mais parfois, moi, j'ai déjà eu des gens qui me disent ah, mais le tiers-temps, ça, quand tu veux demander, c'est parce que tu as le droit à un assistant. Donc, moi, je le demande, entre guillemets, tu as le droit. Moi, je dis, vu que c'est accordé, pourquoi ne pas le bénéficier après que je l'utilise pas, c'est mon droit. Après, moi, on m'a dit oui, mais ça coûte cher, donc il faut être sûr de l'utiliser. Pas, soit vous mettez les moyens, soit vous ne mettez pas, sinon je ne te propose pas. C'est ça, tu dis ok, ils veulent faire des volontaires, après il y a des coupes budgétaires derrière, je comprends, mais à un moment tu ne vas pas couper sur tout aussi. C'est comme, c'est comme quand j'étais étudiante. Non mais oui, parce que j'avais droit à un aller-retour en taxi par jour, point barre. Donc ça veut dire si j'avais un cours d'1 heure le matin, 6 heures, n'importe quoi, 5 heures de cours de trou dans l'après-midi, j'avais 2 heures le soir. Sur place. Je pouvais pas, ouais. Alors je pouvais pas faire un aller-retour le matin, rentrer chez moi et revenir le soir. Donc c'était enfin, il y a des contraintes comme ça qui te rappellent bien que non, tu n'es pas complètement libre. Et je voulais juste dire un peu sur un dispositif qui m'a beaucoup marqué et qui je trouve est vachement bien, toujours en japonais. Du coup, dans un grand amphi, le prof qui donne des livres à lire pour le semestre, des bouquins, quoi, et qui lance un appel à... qui lance un appel à l'amphi, voilà, qui me présente. Vous avez une camarade non-voyante, Marion, à côté, hein. Donc comme ça, en plus, paf, il m'introduit à tout le monde. Et il y a des livres à lire, donc je fais appel aux voix qui veulent bien. Il y avait une médiathèque, enfin je sais pas quoi, un centre d'enregistrement multimédia, quoi, à l'étage. Et en fait, il y a eu une espèce de... Chaque étudiant, enfin, pas tous, mais il y a eu un collectif d'étudiants qui voulaient enregistrer de temps en temps un chapitre du bouquin. Et moi, j'ai eu, pas en même temps que tout le monde, mais j'ai eu quand même, après un petit laps de temps, des chapitres à lire par plein d'étudiants. C'était vachement sympa. Et d'ailleurs, les enregistrements ont été conservés. Ça peut servir à d'autres. J'ai trouvé ça vachement bien. Voilà. Vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je propose d'ouvrir le dialogue à la salle. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? N'hésitez pas, ne vous autocensurez pas. Oui, Théo? Je suis désolé, je ne m'en rappelle plus de son nom. Marion. Marion? Ouais, par contre, tu peux parler un peu plus fort, je pense. Marion, par rapport voilà, que tu es devenue aveugle, comment on fait au niveau du dispositif par rapport au chien? Parce que c'est quelque chose, j'imagine, tout nouveau aussi. Ouais, on n'a pas, effectivement, sur le chien guide, on n'a pas un chien guide dès qu'on devient aveugle. Hein. D'abord, il y a un temps d'attente très très long. Moi, j'ai attendu 2 ans. Et il y a plein de conditions à remplir. Parce que pour se déplacer, pour faire vraiment très très court, pour se déplacer avec un chien, le chien, donc c'est pas un GPS. Et donc, il faut pouvoir lui donner des ordres cohérents au bon moment. Ce qui implique que la personne aveugle qui n'a donc plus aucun repère est quand même mentalement une représentation minimum de l'environnement. Quand vous sortez de chez vous, vous savez qu'à droite, il y a le gros carrefour, et que si vous traversez, après il y a la boulangerie, surtout dans l'enfance, il y a le McDo, n'importe quoi. Mais il faut pouvoir corporellement au chien dire à droite, et puis pouvoir donner l'ordre d'aller au croisement traverser, et ensuite de trouver la boulangerie ou le McDo, enfin bon, ou autre chose, hein. Mais il faut pouvoir... donc c'est pas le chien qui fait tout le boulot, quoi. Et donc ça implique énormément de rééducation, de la psychomotricité, des cours on appelle ça des cours de locomotion. Et ça, c'est très très long. Et d'ailleurs, j'en prends toujours, pour ma part.
Après, les aveugles de naissance font peut-être autrement aussi. Voilà, je ne suis pas représentative forcément. Couché. Je pense que tout là, les cours de cours, on a tous eu, j'en ai eu aussi, mais la plupart des gens, que ce soit que tu sois aveugle ou malvoyant de naissance ou que tu le deviens après, on passe tous par cette phase-là où la loco c'est obligatoire. Il faut t'approprier l'espace pour ne pas te mettre en sécurité, ne pas te mettre en danger plutôt, et te mettre en sécurité. Ce qui est marrant parce que même moi parfois je fais des colos en tant qu'animateur et en fait ça passe très bien parce qu'avant d'engager la sécurité des enfants, je vais pas, avant d'engager tu vois, genre, pour traverser le truc, je vais me mettre, je vais être vraiment prudent pour que, en fait, que je ne sois pas en danger et donc automatiquement que les enfants ne soient pas en danger. Donc c'est vraiment un truc, tu apprends à analyser l'espace autrement. Parfois même si le truc, les feux je les vois pas, mais en fait c'est que je me repère au passage des voitures, sinon si sur l'autre axe je vois que les voitures passent, donc c'est à moi automatiquement, des trucs comme ça, donc tu te repères, tu apprends à appréhender l'espace différemment. La surdité, je pense que la surdité, je suis prudente, mais je pense que le problème majeur c'est la communication. Et nous, les déficients visuels, c'est d'abord le déplacement, quoi. On peut plus se déplacer librement. Oui, moi c'est ça, c'est la communication. Après, moi c'est vrai que je peux oraliser quand même, je peux dire quelques mots. Mais après, bon, c'est vrai. Après, c'est vrai que moi, le seul problème pour moi, je pense, c'est la communication. Pour le reste, voilà. Après, c'est vrai que par rapport à la surdité, il y a quand même une communauté sourde qui est très, très liée. Parce que par exemple aussi, il y a quand même des établissements, il y a les collèges ou les lycées où il y a des internats où tout le monde signe, où on peut apprendre justement les signes entre nous et la communauté fonctionne vraiment très bien, on est vraiment très liés les uns avec les autres et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bon, sauf peut-être de temps en temps, si lorsque je marche dans la rue, je ne peux pas entendre une voiture, donc ça peut être le risque pour moi. Voilà. Mais bon, après, je pense que voilà, si on essaie de comparer le monde des sourds et le monde des personnes aveugles, je pense que voilà, ça reste un peu pareil, il faut toujours être attentif. Voilà. Et puis aussi, je pense qu'une personne aveugle, en fait, voilà, elle a quand même des repères auditifs, tandis que nous, les sourds, c'est vraiment les repères visuels. Donc en fait, l'un et l'autre, on a un sens qui compense dans tous les cas. Et puis après, voilà, c'est vrai que si la vue est diminuée, l'ouïe est augmentée. Pour les sourds, nous, on a perdu l'audition, mais par exemple, on voit vraiment très très bien. Je vais juste remarquer que l'AI enseigne aussi à des aveugles. Donc ça fait aussi écho à l'histoire d'Hélène Keller, mais à plein d'autres personnes qui ont cette double déficience. Et là, ça devient encore plus compliqué. Et donc comment toi, tu enseignes? Enfin, ils sont juste aveugles, hein. Voilà, ils sont juste aveugles. Et oui, ils n'ont pas de surdité. Oui, ouais. Oui, mais... Ouais. Ben oui. Alors, en fait, voilà, en fait là, avec la main, je fais des formes et eux, après, ils vont toucher ma main pour reconnaître les formes, pour voir comment je fais. Et puis après, c'est vrai que comme je vous ai dit, j'ai un peu de voix, je peux un peu expliquer. Donc, ce qui fait que j'arrive à parler et puis je leur explique l'histoire des signes. Les origines des signes aussi, comment ils ont été créés. Là, ça leur donne une représentation un peu. Et ce qui fait qu'aussi, ils ont un peu de mémoire visuelle, donc ça aide. Après c'est vrai, on peut se dire, c'est bizarre parce qu'une personne aveugle ne voit pas, donc comment elle peut essayer de se rappeler des configurations? Il y a quand même une logique parce que par exemple, le verbe boire, il y a une action, l'action de prendre le verre, de porter à la bouche. Donc tout ça, ces personnes-là savent le faire qu'elles voient ou pas. Donc c'est un code visuel, certes, mais qui peut être représenté par n'importe qui parce que c'est le corps qui participe. D'autres questions, remarques? N'hésitez pas. Hein. Oui, Théo. Encore moi. Marion, toujours, vu que vous avez perdu un sens, est-ce que vous avez d'autres sens qui sont plus développés, notamment l'ouïe? Eh bien, oui, de facto, ouais. Franchement, mes oreilles, c'est des... On m'appelle le radar chez moi, parce que du coup, ouais. Mais j'ai pas travaillé mes oreilles, je pense que c'est juste... j'en sais rien. C'est le cerveau humain qui c'est incroyable, quoi. C'est comme je pense que pour les sourds, il y a une hypervisualisation.
Et du coup, moi, voilà, j'entends très bien. Et en fait, un son a une signification. Donc quand j'entends dans la cuisine un petit bruit de ferraille, donc je sais que ma fille fouille dans la boîte, c'est la boîte à bonbons. Enfin, j'arrive j'entends, enfin voilà, il n'y a pas un bruit. Des fois, on entend des trucs, quand j'étais voyante, on entend. Mais ça n'a pas on n'y prête pas attention tant qu'on n'a pas retourné la tête pour voir. Voilà. Moi, je peux faire nettoyer par terre et je sais ce qui se passe dans la chambre. Après, voilà, dès que c'est grand, dès que les espaces que ça résonne, après, ça reste quand même... c'est plus compliqué. Mais oui, là. Mais c'est le cerveau humain, quoi, je pense. Pas de questions? Peut-être une sur l'institutionnalisation des dispositifs, parce que c'est une question qui est assez largement revenue. La question que tu as posée tout à l'heure, qui est largement revenue, c'est l'importance du bricolage dans les accompagnements. Et moi, ce que j'aurais aimé avoir, c'est votre point de vue à tous les trois sur est-ce que ces bricolages, quelque part, peuvent être aidants, c'est ce qui est apparu, et d'autre part, est-ce qu'ils ne sont pas quand même le signe de pis-aller quelles sont vos attentes, vous, en termes de dispositifs plus institutionnalisés? C'est un peu ma question. Est-ce que vous vous retrouvez dans les situations comme ça? Par rapport à la langue des signes, c'est vrai qu'il manque énormément de choses. Hein. Par exemple, dans un premier temps, il manque de la sensibilisation, notamment vis-à-vis des professionnels, parce que souvent, les personnes ne connaissent pas du tout la langue des signes, elles ne savent même pas que cette langue existe, elles ne sont pas du tout au courant de l'histoire. Et aussi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait de plus en plus d'interprètes professionnels, qui soient embauchés, qui soient là, ne serait-ce que pour traduire les cours. Et puis aussi, en ce qui concerne aussi les éducateurs d'enfants, pas forcément d'enfants handicapés, mais d'enfants qui connaissent aussi un minimum la langue des signes. Aussi à l'université, pour tout ce qui est enseignement, je pense qu'il faudrait vraiment que, par exemple, même s'il y a un PowerPoint, ou s'il y a des vidéos, que ce soit sous-titré, ou que tout soit beaucoup plus visuel pour les personnes sourdes. Parce que, justement, à l'université Paris 8, il y a des cours, mais qui sont également traduits en langue des signes directement par des interprètes. Et il y a également aussi des personnes qui prennent en note les cours pour les étudiants. Mais ce qui fait que parfois ça peut être complexe, parce que parfois il y a 5 ou 6 sourds, mais il n'y a qu'une personne qui prend en note, donc parfois c'est compliqué. Je trouve que c'est pas suffisant, il faudrait vraiment que chaque étudiant puisse être accompagné dans sa scolarité. Après, je sais que ça existe, tout le monde sait que ça existe, mais il n'y a pas d'information par rapport à ça. Après, il faudra voir aussi par rapport à l'évolution de la langue des signes. Mais c'est sûr qu'au départ, tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un enseignement de cette langue. Et justement, pour que les personnes entendantes puissent s'imprégner de cette culture sourde et la découvrir. Et comme ça pourra évoluer de mieux en mieux et donner une meilleure information ainsi qu'une meilleure compréhension de ce qu'est la surdité. Et c'est vraiment important. Sur les dispositifs, sur l'accompagnement et tout ça, c'est super important. Je trouve que sans accompagnement, je ne sais pas si je serais arrivé jusqu'à où je suis aujourd'hui. Parce que je vois d'autres amis qui sont passés par l'Institut national des jeunes aveugles, qui ont été en internat, donc scolarisés là-bas, en fait, ils se retrouvent à 5 en classe avec une prof, ancienne prof en fait, qui a appris le braille, donc qui enseigne vraiment en école spécialisée, donc c'était vraiment petit effectif. Pour moi, en fait, je sentais qu'ils étaient surprotégés parce qu'en fait, isolés du monde réel. Parce que, ok, c'est vrai que tous les mercredis après-midi ou même quand on était en internat, on sortait tout le temps en activité, donc c'était super bien. Mais c'est que t'es un peu couconné parce que t'es avec tes amis qui font la même chose que toi, avec un prof qui te comprend mais à 100%, qui est là vraiment là pour toi et donc qui t'accompagne. Donc, et moi qui étais vraiment dans une classe classique où les attentes n'étaient pas les mêmes. Et là, eux, en fait, moi, entre guillemets, j'ai été préparé, donc, entre guillemets, alors que eux, toute leur scolarité, ils ont été jusqu'à là, jusqu'en terminale, où là, l'institut, elle fait plus, il n'y a plus d'études. Tu es obligé d'aller à la fac, où la plupart font aussi un quart d'heure de piano et tout ça, donc ils
ou kiné parce que tu as une formation spéciale accessible pour les kinés. Sinon, on a plein moi qui sont en cursus de fac là, qui galèrent parce qu'ils n'ont pas été préparés tout au long de leur scolarité. Et après aussi, c'est l'accompagnement à la fac, ouais, il faut vraiment qu'il soit entre guillemets, est-ce qu'il soit plus lourd, mais plus institutionnel. Parce que c'est bien de dire, ok, vous avez droit à ça, mais après, si on ne les donne pas, ou même qu'on crée un référent, tant qu'à faire, pourquoi ne pas créer un référent pour chaque étudiant? Ou vraiment, qui est qu'on parle vraiment de scolarité, que l'étudiant puisse faire sa scolarité, qu'il y ait des points réguliers avec un enseignant pour voir les difficultés qu'il a, parce que franchement, parce qu'il ne va pas chaque fois, j'ai ça, c'est un peu chiant aussi pour lui, et donc je pense, pourquoi pas vraiment passer sur, reprendre ce qui existe entre guillemets au niveau de l'éducation nationale, qui marche assez bien aujourd'hui. Leur dispositif, ils ont fait leurs preuves et les résultats sont là. On voit très bien que beaucoup de jeunes passent en intégration en école ordinaire ou en lycée ordinaire. Et ils sont super contents et qu'au niveau fac, il y a vraiment une chute là, des taux où l'échec c'est plus présent. Bon, moi je connais, alors je suis plus âgée que toi, oui. Je connais beaucoup j'ai plein de copines aveugles qui étaient à l'INJA, donc en milieu spécialisé, et qui sont allés à la fac après, notamment, alors, je reviens sur les facs de langue, parce que après tout, quand on est non-voyant, on pourrait se dire, on pourrait développer la l'audition, les langues étrangères, en tout cas, c'est un présupposé fondé, quoi. Et ça reste hyper compliqué, voire impossible pour les raisons. Il faut épeler les mots, on ne les voit pas, alors on ne les entend pas bien parce que c'est une langue étrangère, alors si en plus le prof ne pense pas à les épeler, et puis les synthèses vocales qui ne sont pas... Bon, ça c'est une première chose. Et je pense qu'il y aura un effort, j'allais dire tout bête, mais l'informatique. Les facs, elles devraient... alors normalement, je crois qu'elles doivent toutes être dans l'obligation de rendre accessible le portail de la fac et tout. Mais si, d'abord ça s'appelle de la théorie, et peut-être que systématiser le dépôt des cours dans des formats accessibles, parce que les non-voyants, on a accès à l'informatique, pour peu que ce soit fait selon certaines normes, puis après nous on gère avec nos logiciels spécialisés, quoi. Et du coup, il y aura toujours des profs qui oublieront de déplier au tableau, il y aura toujours des profs qui ne pourront pas décrire un graphique. Et il faudrait que ça change évidemment, mais je pense que si, par ailleurs, ils pouvaient déposer leurs cours de manière un peu systématique, tu vois, sans qu'on ait à quémander, ça je pense que ça pourrait effectivement, même dans les médiathèques, les bibliothèques de fac, mettre un scanner, des synthèses vocales, des trucs d'aveugle, du matériel spécialisé ou des alphabétiseurs. Pour les non-voyants. Ça existe dans certains... Oui, ça existe, bien sûr, mais c'est pas encore systématique. Voilà. Ils ne veulent pas généraliser en fait, parce qu'ils disent, parce que moi j'ai eu cette question-là, même, parce qu'à Vitaneux, je sais qu'il y en a tu as une salle adaptée, je sais que à la BNF elle est très bien, parce que tu y vas, en fait, tu as une salle, c'est le luxe, quoi. Une fois je suis parti aussi, je voulais faire celle de Pompidou, elle a dit, ah non, il faut réserver à l'avance. Ah ok, je dois vous prévenir une semaine avant que je vais venir. Bon, elle est là, laissez-la accessible. Elle me dit oui, mais il faut une personne. C'est vrai qu'il y a des efforts de fait quand même. Pas dire oui, c'est sûr. Ça reste un peu sclérosé. Après, ils te disent on va pas. Pareil, moi, je leur ai posé la question parce qu'ils sont en train de travailler sur la question de l'accessibilité et tout ça. Je leur ai dit mais ok, mais pourquoi ne pas rendre mettre des outils à disposition dans toute la bibliothèque? Oui, mais ça coûte cher et on n'est pas sûr que ça va être utilisé par tout le monde. Au moins elle l'essaie et le jour où la personne voudra l'utiliser, au moins elle sait qu'elle est là. Pourquoi rendre, tiens, il y aura que cette bibliothèque-là qui sera accessible et pas les autres? La logique c'est qu'ils mettent des moyens quand il y a personne qui demande. Tant qu'il n'y a personne, je crois qu'ils ne mettent rien. Et ce qui serait bien, c'est qu'on puisse aller nous n'importe où et que ce soit accessible. Vous voyez, inverser. C'est comme faire, je crois qu'au Brésil, tous les cours, il y a un traducteur de langue des signes, mais il n'y a pas forcément des personnes sourdes dans les colloques. C'est juste l'idée de... Voilà, là il y a du braille, il y a moi, mais sinon il n'y a pas de non-voyant. Il y a du braille, c'est là.